Avec la chute du Troisième Reich et l'occupation alliée en Allemagne, la traque des principaux responsables du régime nazi a commencé. Cependant, dans de nombreux cas, les hommes qui avaient dirigé le gouvernement et la guerre n'étaient plus là pour rendre des comptes. Certains avaient fui, d'autres s'étaient suicidés avant d'être capturés. À leur place, les forces alliées ont trouvé leurs épouses et compagnes, des femmes qui, jusqu'à récemment, jouissaient d'une vie privilégiée au sein du système nazi. À mesure que les arrestations se déroulaient, une question clé a émergé. Ces femmes étaient-elles de simples témoins ou faisaient-elles partie active de la structure de pouvoir? La plupart ont tenté de se présenter comme de simples femmes au foyer, ignorant les atrocités commises par leurs maris. Cependant, les archives ont prouvé le contraire. Beaucoup avaient été membres du parti nazi avant même de se marier, partageant et promouvant ses valeurs. Alors que certaines ont été jugées, d'autres ont réussi à échapper à la justice, et certaines ont continué à défendre l'idéologie qui avait défini leur vie. À travers leurs histoires, le sort de celles qui ont misé sur un régime qui s'est terminé en ruine est révélé. Étaient-elles vraiment innocentes ou simplement complices qui n'ont jamais affronté la justice? Gerda Bormann, la fanatique du Reich, qui a préféré mourir plutôt que de se rendre. Toutes les épouses des hauts responsables nazis ne partageaient pas entièrement leur idéologie, mais dans le cas de Gerda Bormann, sa loyauté était absolue. Elle était une fervente partisane du parti et l'une des femmes les plus engagées dans la cause. Née en 1909 à Konstanz, elle a grandi dans un environnement où la politique nationaliste était profondément enracinée. Son père, Walter Buch, un haut fonctionnaire du parti, l'a introduite dans les cercles du national-socialisme, où elle a bientôt rencontré un homme qui allait marquer son destin, Martin Bormann. Ce dernier avait rejoint le parti nazi en 1927 et avait rapidement gravi les échelons de l'organisation. Sa relation avec le père de Gerda lui a permis de se rapprocher d'elle, et en 1929, ils se sont mariés. Avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, Bormann a assumé un rôle clé au sein du gouvernement, devenant la main droite de Rudolf Hess et plus tard le secrétaire personnel du Führer. Gerda, profondément fière de son mari, a adopté le style de vie que le régime promouvait et a élevé ses 9 enfants selon les principes du national-socialisme. Cependant, la guerre allait bientôt changer leur destin. En 1945, avec les troupes soviétiques approchant de Berlin, elle a décidé de fuir avec ses enfants. Pour éviter d'être capturée, elle s'est fait passer pour la directrice d'un orphelinat, déguisant 4 de ses enfants comme des orphelins. Les 5 autres sont restés sous la garde de son mari, qui, acculé, a mis fin à ses jours en utilisant du cyanure. Comme son cadavre n'a pas été retrouvé immédiatement, sa disparition est devenue un mystère pour les forces alliées. Pendant ce temps, Gerda a réussi à traverser la frontière jusqu'en Italie, trouvant refuge dans le Tyrol du Sud. Là, un fonctionnaire nazi local lui a fourni une cachette. Cependant, sa santé a commencé à se détériorer. Elle souffrait de fortes douleurs abdominales, et un médecin italien a déterminé qu'elle avait un cancer de l'ovaire en phase avancée, recommandant une intervention chirurgicale urgente. À ce moment-là, les Alliés avaient déjà suivi sa trace. Une équipe de renseignement l'a localisée et a communiqué sa position aux troupes britanniques dans la région. Un officier lui a rendu visite et, malgré sa peur d'être envoyée dans un camp de concentration, lui a garanti qu'elle recevrait des soins médicaux. Après avoir été transférée dans un hôpital pour prisonniers de guerre à Merano, elle a subi une opération, mais sa maladie était déjà trop avancée. Face à sa mort imminente, Gerda a cherché refuge dans la foi et s'est convertie au catholicisme. Le 23 mars 1946, elle est décédée avant d'atteindre l'âge de 37 ans. Magda Goebbels, la femme qui a sacrifié ses enfants pour le Troisième Reich. Le 1er mai 1945, Magda Goebbels aurait pu envier Gerda Bormann, qui avait réussi à fuir l'Allemagne. Cependant, elle n'a jamais su ce qu'il était advenu d'elle. Johanna Maria Magdalena Ritschl, née en 1901, a vécu son enfance à Bruxelles jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale la force à retourner dans son pays natal. En 1921,
elle a épousé l'industriel allemand Günther Kant, un homme qui avait le double de son âge. Cependant, en 1929, le mariage a pris fin lorsque Kant a découvert son infidélité, la laissant avec un patrimoine considérable et un luxueux appartement à Berlin. Pendant son séjour dans la capitale allemande, la violence entre nazis et leurs adversaires était un spectacle courant. Encouragée par des amis, elle a assisté à un rassemblement où Joseph Goebbels, connu pour son éloquence, enflammait le public avec son discours agressif. En plus de Hitler, il était le propagandiste le plus efficace du parti, possédait un doctorat en littérature de l'université de Heidelberg et démontrait une grande intelligence. Malgré sa petite taille et une claudication visible due à un pied beau, Magda a été captivée par sa rhétorique et ses idées. Motivée par son enthousiasme, elle a rejoint le parti, acquérant Mein Kampf et le mythe du XXe siècle, œuvre de l'idéologue nazi Alfred Rosenberg. Rapidement, elle a assumé un rôle de leader au sein du groupe féminin nazi, mais son statut social a généré des tensions avec d'autres membres. Face à cette situation, elle a cherché un poste plus influent et a demandé un emploi dans le département de propagande de Goebbels. Sa présence n'est pas passée inaperçue et, fasciné par son élégance et sa beauté, Goebbels l'a nommée responsable de ses archives personnelles, avec l'intention de se rapprocher d'elle. Au début de 1931, leur relation a évolué en une romance. En avril, ils planifiaient déjà leur avenir ensemble et leur résidence à Theodor-Heuss-Platz est devenue un centre de réunion clé pour Hitler et d'autres hauts responsables nazis. Cela a provoqué des conflits au sein du couple, car Goebbels était jaloux de l'attention que le leader du parti portait à Magda. De son côté, elle était également amoureuse de Hitler, ce qui a influencé sa décision d'épouser Goebbels, car elle souhaitait rester proche du Führer. Le mariage a été célébré le 19 décembre 1981 lors d'une cérémonie civile, suivie d'un service religieux. Hitler, qui a officié en tant que témoin, a reçu un baiser de remerciement de Magda, les yeux visiblement émus. Le 1er septembre 1932, leur premier enfant, Helga, est né. L'accouchement a été une expérience épuisante pour Magda, qui en est sortie affaiblie. Son médecin l'a averti d'une affection cardiaque préexistante qui s'était aggravée, lui recommandant la prudence pour les futures grossesses. Cependant, avant de se rétablir complètement, elle est tombée enceinte à nouveau, mais a fait une fausse couche en décembre. Pour la fin de l'année, ils ont visité le chalet de Hitler à Obersalzburg, où Magda a contracté une infection grave, développant une forte fièvre. Elle a survécu, mais sa santé a été affectée de manière permanente, limitant sa mobilité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré son état fragile, elle s'est formée comme infirmière à la Croix-Rouge. Cependant, sa condition l'obligeait souvent à se reposer. Lorsqu'en 1945, les forces soviétiques ont encerclé Berlin, la famille Goebbels s'est déplacée vers un refuge souterrain connecté au bunker de Hitler. Le 30 avril, Magda et son mari ont partagé un dernier dîner avant de faire leurs adieux à Hitler et Eva Braun. Le lendemain, le dentiste des SS, Helmut Kunz, a administré de la morphine à leurs 6 enfants pour les endormir. Ensuite, chacun a reçu une capsule de cyanure. Après la mort des enfants, Magda et Goebbels sont sortis dans le jardin de la chancellerie et se sont suicidés. Un officier des SS leur a tiré dessus pour assurer leur décès et a incinéré leur corps avec de l'essence. Le lendemain, des soldats soviétiques ont découvert leurs restes calcinés. Ilse Pröll, l'épouse de l'homme qui a défié Hitler. Un soir à Munich, Ilse Pröll, une jeune femme aisée, a rencontré un voisin nommé Rudolf Hess. Il portait un uniforme usé et son visage, aux sourcils épais et au regard profond, reflétait l'inquiétude. Dès le premier instant, elle a ressenti une attirance pour son apparence et son air mélancolique. En revanche, la réaction de Hess reste un mystère. De tous les dirigeants nazis, il était le plus énigmatique. Tout au long de sa vie, il est devenu évident qu'il avait des problèmes psychologiques depuis sa jeunesse. En même temps, il était un vétéran de guerre décoré, qui avait été blessé au combat à plus d'une occasion. Ilse a cherché sa proximité et, avec le temps, tous deux ont forgé une solide amitié basée sur des intérêts communs. Cependant, leur relation manquait d'une dimension amoureuse.
S, qui n'avait jamais été avec une femme, ne montrait aucun intérêt pour l'aspect physique de la relation, ce qui provoquait de la frustration chez Hills. Au lieu de la passion, ils partageaient un lien intellectuel et culturel, notamment pour la littérature et la musique allemande du romantisme. Hills admirait particulièrement l'œuvre de Friedrich Hölderlin. À la fin de 1920, elle avait terminé l'école secondaire et commencé à étudier l'allemand et la bibliothéconomie à temps partiel, tout en travaillant dans une librairie de textes anciens. Bien qu'elle ait effectué quelques courts voyages à la campagne, elle consacrait la majeure partie de son temps libre au mouvement nazi naissant. Elle distribuait des tracts, collait des affiches, collaborait avec le journal du parti et assistait S dans des tâches organisationnelles. Pendant qu'il s'intégrait au cercle rapproché de Hitler et participait à des affrontements violents avec des opposants de gauche, elle accomplissait des tâches administratives. Grâce à leur engagement, tous deux ont obtenu le privilège de passer du temps avec Hitler lors de réunions privées. Avec le temps, S et le futur dictateur ont forgé une étroite amitié. En 1923, S a participé au putsch raté de Munich, la tentative de coup d'État de Hitler. Pour éviter d'être capturé, il s'est enfui en Autriche après avoir prévenu Hills par téléphone. Cependant, à son retour en Allemagne, il a été arrêté et emprisonné avec Hitler et d'autres conspirateurs. Pendant son emprisonnement, Hills ne manquait jamais de lui rendre visite chaque samedi, durant les quelques heures autorisées. S a valorisé cette loyauté pour le reste de sa vie. 4 ans plus tard, en 1927, Hills et Rudolf se sont mariés. En 1937, leur unique fils est né. À cette époque, S avait atteint le poste de Reichsminister et passé la majeure partie de ses journées au travail. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, sa santé mentale s'est détériorée. Et en 1941, il a pris une décision inattendue. Il s'est envolé seul pour l'Écosse dans l'intention de négocier un accord de paix avec le Royaume-Uni. Il a été immédiatement arrêté et considéré comme un traître par le régime nazi. Face à la nouvelle, il a pris son fils et s'est rendu à Hindelang, loin de Munich et de la colère de Hitler contre S. À la fin de la guerre, Rudolf S. a été l'un des premiers hauts responsables nazis à être jugé et condamné à Nuremberg. Le 3 juin 1947, Hills a été arrêté à Munich et envoyé dans un camp d'internement à Göttingen, comme de nombreuses autres épouses de criminels de guerre. Margaret Himmler, gardienne des secrets de Heinrich Himmler. Lors d'un voyage de 3 heures entre Munich et Berlin, Margaret Boden a rencontré Heinrich Himmler. Au cours du trajet, ils ont entamé une conversation et, à leur arrivée, ils avaient déjà forgé un lien. En se séparant, ils ont commencé à échanger des lettres presque quotidiennement, car leur relation s'est principalement déroulée à distance. De 8 ans l'aîné de Himmler, Margaret provenait d'une famille aisée de propriétaires terriens. En 1914, avec l'âge suffisant pour rejoindre la Croix-Rouge allemande, elle a commencé sa formation d'infirmière et a ensuite été envoyée dans un hôpital de campagne. Après la fin de la Première Guerre mondiale, elle a épousé Himmler. Pour concrétiser le mariage, elle devait vendre sa part d'une propriété héritée et utiliser les fonds pour acquérir des terres, car tous deux prévoyaient de se consacrer à l'agriculture. Cependant, Hitler avait d'autres plans pour son fidèle allié. Himmler a gravi les échelons du parti nazi jusqu'à devenir chef de la police, commandant des Waffen-SS et ministre de l'Intérieur sous la direction de Hitler. Son rôle a été crucial dans la mise en œuvre des plans d'extermination du régime. En mai 1945, le couple s'est séparé avec l'intention de se retrouver à l'étranger. Cependant, Himmler a été capturé et, lorsqu'il a été découvert, il a avalé une capsule de cyanure, mourant en quelques secondes. Pendant ce temps, Margaret et sa fille Gudrun ont quitté Gmund alors que les troupes alliées avançaient dans la région. Après l'invasion de Bolzano en Italie par les forces américaines, elles ont été arrêtées. Elles ont été détenues dans divers camps d'internement en Italie, en France et en Allemagne. Pendant leur détention, Margaret a été interrogée, bien qu'il ait été déterminé qu'elle ignorait les affaires officielles de Himmler. À la fin de 1945, elle a été convoquée comme témoin lors des procès de Nuremberg, où elle a nié toute implication dans les actions de son mari. En novembre 1946,
La mère et la fille ont été libérées et ont trouvé refuge à l'institution Bethel de Bielefeld. Margaret a toujours affirmé avoir maintenu un profil bas tout au long de son mariage. Cependant, les comités alliés qui surveillaient ses mouvements soupçonnaient qu'elle soutenait activement les politiques nazies et qu'elle avait appuyé les décisions de Himmler. Sa défense légale a soutenu à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait être tenue responsable des actes de son mari. Entre 1948 et 1953, elle a fait face à 3 procès judiciaires. Finalement, un juge a déterminé qu'elle ne devait pas être tenue responsable des crimes de son mari, bien qu'elle n'ait pas été complètement étrangère à ceux-ci. Le 15 janvier 1953, elle a été déclarée bénéficiaire du régime nazi et condamnée à 30 jours de travaux forcés. Elle a également perdu le droit de vote et de recevoir une pension. Gudrun a quitté Bethel en 1952 et en 1955, Margaret s'est installée à Hippen, où elle a vécu avec sa sœur Lydia. Là, elle a exprimé son désir de mener une vie discrète, à l'abri du regard public. Elle l'a fait jusqu'à sa mort le 25 août 1967, à l'âge de 74 ans. Elle a emporté avec elle les secrets de Himmler, y compris ses multiples infidélités. Complice dans l'ombre, Hedwig Potast. Margaret Himmler a un jour avoué à un interrogateur américain que son mari n'avait jamais été fidèle. La relation la plus connue de Himmler était avec sa secrétaire, une jeune femme de 26 ans nommée Hedwig Potast. Née le 6 février 1912 dans une famille de classe moyenne, Hedwig a reçu une éducation dans une école secondaire prestigieuse où elle a appris l'anglais. Plus tard, elle a obtenu un diplôme à l'Institut d'économie pour interprète à Mannheim. Après son diplôme en 1932, elle a commencé à travailler comme employée dans un bureau de poste. Insatisfaite de la routine, elle a décidé de chercher quelque chose de plus stimulant. En automne 1935, elle a postulé pour un poste dans le département de presse de la Gestapo, mais n'y a pas trouvé la satisfaction qu'elle recherchait. Finalement, en janvier 1936, elle est devenue la secrétaire personnelle de Himmler. Parmi ses amis, elle était connue sous le surnom de Bunny, en raison de son caractère aimable et enjoué, des traits qui contrastaient avec la personnalité de Margaret Himmler. Passionnée par l'aviron et la gymnastique, Hedwig était bien accueillie par ses collègues de travail. En octobre 1937, elle a participé à la célébration de l'anniversaire de Himmler au lac Tegernsee et a été acceptée comme membre du cercle des SS. En travaillant ensemble quotidiennement, leur relation s'est renforcée. Pendant les fêtes de Noël 1938, ils ont reconnu leurs sentiments. Himmler a parlé ouvertement de leur romance à Hitler. Bien que le Führer s'opposait à la fois au mariage et au divorce, il lui a conseillé de poursuivre la relation de manière discrète. Cependant, Himmler a choisi d'agir différemment et, en 1941, il a avoué à son épouse qu'il avait une maîtresse et qu'il souhaitait avoir des enfants avec elle. Margaret, bien que blessée, a accepté la situation et est restée à ses côtés. La même année, Hedwig a quitté son poste et le parti nazi lui a fourni une maison dans la forêt de Mecklembourg, au nord de Berlin. Avec le temps, Hedwig et Himmler ont formé une famille, ayant un fils et une fille. En 1944, il lui a acheté une maison de campagne près de Berchtesgaden, à proximité du célèbre nid d'aigle de Hitler. Leur vie là-bas n'était pas ordinaire. À une occasion, elle a reçu la visite de Gerda Bormann et ses enfants. Après avoir pris le thé, elle les a emmenés au grenier pour leur montrer quelque chose qu'elle considérait comme spécial. Des meubles fabriqués à partir de restes humains. Elle a détaillé le processus de création d'une chaise dont l'assise était une pelvis humaine et dont les pieds étaient des jambes terminées par des pieds réels. Elle possédait également des exemplaires de Mein Kampf, reliés en peau provenant de prisonniers de Dachau. Himmler, dans un geste similaire, a tenté d'offrir à Bormann un livre avec la même reliure, mais ce dernier a refusé de l'accepter, le trouvant trop perturbant. Lorsque la guerre a pris fin, Hedwig s'est remariée et a décidé de disparaître de la vie publique. Dans des interviews ultérieures, elle a évité de répondre à toute question sur les crimes du régime nazi ou sa connaissance de ceux-ci. En apprenant à la radio la mort de Himmler,
Elle a choisi de se cacher et a passé un certain temps réfugiée avec Eleonore Paul à Rosenheim, en Haute-Bavière. Cependant, en 1945, elle a été capturée par des soldats américains et soumise à des interrogatoires à Munich. Elle a affirmé ne rien savoir des actes de Himmler et n'a pas été inculpée. Tout au long de sa vie, elle a évité de parler de son passé et s'est tenue à l'écart de l'attention médiatique. Lorsque Gudrun, la fille de Himmler, a découvert son existence et a tenté de la contacter, Hedwig a rejeté toute tentative de rapprochement. On sait peu de choses sur sa vie après la guerre, si ce n'est qu'elle est décédée le 22 septembre 1994, à l'âge de 82 ans, à Baden-Baden. Gudrun Himmler, l'héritière du Reich. La seule fille de Heinrich et Margaret Himmler, Gudrun, a grandi entourée de privilèges au sein de l'élite nazie. Son apparence nordique, avec des cheveux blonds tressés et des traits délicats, lui conférait un air de perfection aryenne, ce qui la distinguait parmi les proches de son père. Son enfance s'est déroulée sans heurts dans un environnement confortable et rempli d'attention, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Lorsque la défaite du Troisième Reich était imminente, elle et sa mère ont tenté de fuir vers le Tyrol du Sud. Cependant, leur évasion a été contrecarrée le 13 mai 1945, lorsqu'elles ont été capturées dans cette région par les forces alliées. Initialement, elles ont été confinées dans un hôtel sous contrôle américain à Bolzano pendant 2 nuits. Par la suite, elles ont été transférées à Vérone, d'où elles ont volé vers Florence, et finalement, elles ont abouti dans un camp de détention britannique à Rome. Là, elles étaient les seules prisonnières féminines. À leur arrivée à Nuremberg, elles ont été soumises à des inspections rigoureuses. Dans le manteau de Margaret, caché dans la doublure de l'épaule, ils ont trouvé une petite fiole de cyanure de potassium. La mère et la fille ont été placées dans une cellule austère, sans autre commodité que 2 planches de bois en guise de lit. Malgré le fait que la prison n'était pas l'endroit idéal pour une adolescente, le colonel Andrus, officier américain responsable, a tenté de rendre leur séjour plus supportable. Gudrun a fait face à son premier interrogatoire le 22 septembre 1945. Au cours de la session, on lui a demandé quand elle avait vu son père pour la dernière fois et si elle avait voyagé fréquemment pendant la guerre. Avec une attitude sereine et bien disciplinée, elle a assuré qu'elle était restée la plupart du temps à la maison ou à l'école. Elle a également mentionné brièvement une visite à la plantation d'herbes à Dachau. Lorsqu'ils ont tenté de lui soutirer des informations sur les plans de ses parents ou toute information pertinente, elle a affirmé ne jamais avoir été informée des affaires importantes. Ces réponses ont convaincu les enquêteurs. Après le conflit, Gudrun a épousé Wolf-Dieter Burwitz, écrivain et activiste d'extrême droite. Burwitz jouait un rôle de premier plan au sein du Parti national-démocrate allemand, NPD, en Bavière. Depuis lors, Gudrun est devenue une fervente défenseuse des idéologies d'extrême droite. Son activisme a trouvé refuge au sein de l'organisation Secours silencieux, dédiée à soutenir les anciens membres des SS. Avec une dévotion inébranlable, elle a travaillé pendant 4 décennies en faveur de cette cause et s'est gagné le respect de ses camarades qui la vénéraient. En plus de son travail au sein de Secours silencieux, elle a participé à la création d'un groupe néo-nazi appelé Jeunesse Viking, destiné à sa génération. En 1958, elle a assisté à une rencontre de vétérans des SS en Autriche, près d'un ancien site celtique dans les forêts bohémiennes. Année après année, elle a été invitée à ces événements où l'on rendait hommage à la mémoire de son père et à ses actions. Entre 1961 et 1963, elle a travaillé comme secrétaire au Bureau de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest, BND, sous une identité fictive. À l'époque, l'agence était dirigée par Reinhard Gehlen, un général recruté par les États-Unis après la guerre. Gehlen a intégré d'anciens nazis dans le renseignement allemand en raison de leur expérience en opérations anticommunistes et de leur connaissance de l'Europe de l'Est. Gudrun Himmler est décédée en 1918, soutenant jusqu'au dernier moment que son père n'avait commis aucun crime. Hedwig Hensel, l'épouse d'Auschwitz. La vie de Hedwig, compagne de Rudolf Höss, le commandant du tristement célèbre camp d'Auschwitz,
est restée enveloppée de mystère. Réservée et discrète, son histoire a pris de l'importance récemment grâce au film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Dans cette œuvre cinématographique, elle apparaît comme une femme dévouée à son foyer tandis que son mari accomplissait ses devoirs au sein du régime nazi. Née en 1908 à Neukirch, en Allemagne, elle a épousé à l'âge de 21 ans Rudolf Höss, devenant ainsi membre de l'élite du Troisième Reich. Pendant leur mariage, ils ont formé une famille avec 5 enfants: Klaus, Annegret, Heidetraut, Ingeborg et Hans Rudolf. Avec la promotion de Höss au sein du parti nazi, sa famille a déménagé en 1940 dans une résidence proche d'Auschwitz où il a pris le contrôle du camp de concentration. La maison des Höss se trouvait à une courte distance de l'horreur qui se déroulait derrière les barbelés. Tandis que son mari supervisait la machinerie de l'extermination, elle gérait la maison et élevait ses enfants. La question de savoir ce qu'elle connaissait des crimes de son mari reste un sujet de débat. Certains soutiennent qu'elle vivait dans une bulle, isolée de la réalité, tandis que d'autres pensent qu'il était impossible qu'elle ignore ce qui se passait. Des témoignages de survivants ont indiqué qu'Hedwig faisait de l'équitation dans les environs du camp et qu'elle possédait des bijoux et des fourrures ayant probablement appartenu à des prisonniers assassinés. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a touché à sa fin et que les Alliés ont avancé sur l'Allemagne, Höss a tenté de fuir, tandis qu'Hedwig a choisi de rester avec ses enfants, pensant que demeurer dans leur foyer la tiendrait à l'écart des soupçons. Elle a été arrêtée et interrogée par les forces britanniques, mais aucune preuve suffisante n'a été trouvée pour l'inculper. Malgré sa proximité avec le régime et sa position privilégiée, elle a réussi à éviter toute condamnation. Son silence s'est étendu même à sa propre famille. Elle n'a jamais révélé à ses enfants que leur père avait été exécuté à Auschwitz. Inge Brigitte Höss, l'une de ses filles, a émigré en Espagne et plus tard aux États-Unis, où elle a travaillé comme mannequin et construit une nouvelle vie en Virginie. Pendant une visite à sa fille à Arlington, Hedwig est décédée le 15 septembre 1989. Sa tombe, sans nom ni inscription officielle, porte simplement le mot « Mutti », le terme allemand pour maman. Lina Heydrich, l'épouse du boucher de Prague. Alors que certaines épouses de hauts responsables nazis ont choisi de rester à l'écart de la politique, d'autres ont exprimé ouvertement leur soutien au régime et leur rejet des groupes considérés comme inférieurs. L'une des plus ferventes partisanes du mouvement était Lina von Osten, qui, dès l'adolescence, a adopté les idées de Hitler avec conviction. Son frère aîné, déjà impliqué dans le parti, l'a emmené à l'une des réunions nazies au début des années 20. Dès ce moment, Lina s'est sentie profondément identifiée à l'idéologie nationale-socialiste, en particulier à cause de son accent sur la jeunesse, quelque chose qui la différenciait de la politique traditionnelle de Prusse. Son antisémitisme était évident dès son plus jeune âge. Élevée sur l'île de Fehmarn, près du Danemark, Lina provenait d'une famille aisée dont la situation économique a été affectée pendant la crise de l'hyperinflation des années 1920. Elle a décidé de se former comme enseignante et s'est installée à Kiel pour compléter ses études dans une institution technique secondaire. Là, elle a résidé dans une maison d'étudiants jusqu'à l'obtention de son diplôme. Le 6 décembre 1930, elle a assisté à un bal avec des amis. Au cours de la soirée, elle a rencontré un jeune officier de la marine nommé Reinhard Heydrich. Dès le premier regard, cet homme de 27 ans lui a semblé imposant par sa stature et sa carrure athlétique, bien que son visage présentait des traits peu harmonieux, avec des oreilles proéminentes et une petite bouche. Lina, cependant, a été intriguée et a accepté de le revoir le lendemain. Dès le début, tous deux ont découvert des similitudes dans leur caractère. Ils partageaient une ambition démesurée, méprisaient la médiocrité et étaient convaincus de leur supériorité sur les autres. Contrairement à Heydrich, qui à l'époque ne montrait pas un grand intérêt pour la politique, Lina était déjà entièrement dévouée à la cause nazie. Elle lui reprochait même de ne pas avoir lu Mein Kampf. Lorsque Reinhard a été expulsé de la marine en raison de sa relation avec elle, c'est Lina qui l'a poussé à rejoindre les SS. Grâce à son insistance, Heydrich a obtenu une rencontre avec Heinrich Himmler, qui l'a immédiatement recruté pour diriger le service de renseignement de l'organisation. À partir de ce moment,
Son ascension au sein de la structure nazie a été inéluctable, jusqu'à ce qu'en pleine Seconde Guerre mondiale, il meure à la suite d'un attentat pour son rôle dans l'occupation de la Tchécoslovaquie. À la fin du conflit, Lina a été interrogé, mais il n'a jamais été possible de lui attribuer une responsabilité directe dans les crimes de guerre, ce qui lui a permis de rester libre. Dans les années qui ont suivi, elle a intenté plusieurs procès contre le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest, obtenant la reconnaissance d'une pension. Étant donné que son mari, malgré son passé criminel, avait été un haut responsable de la police et était mort en service, elle a reçu une compensation économique considérable. Cependant, en Tchécoslovaquie, elle a été condamnée à la prison à perpétuité par contumace, bien que la sentence n'ait jamais été exécutée. En 1965, elle s'est remariée avec un dramaturge et metteur en scène finlandais, mais est devenue veuve 4 ans plus tard. Jusqu'à la fin de ses jours, elle a continué à défendre la mémoire de Heydrich à travers des livres et des articles, minimisant ses crimes. Elle est décédée en 1985, sans jamais renoncer à sa vision du passé. Les 2 femmes de Hermann Göring. Hermann Göring a été le seul de cette liste à s'être marié à 2 reprises. Les hauts responsables nazis étaient tenus de respecter des normes morales strictes qui régissaient de leur vie privée. Pour eux, le divorce n'était pas une option acceptable. Grâce à son lignage aristocratique, Hitler considérait Göring comme un allié clé, car il lui permettait d'accéder aux cercles militaires et nobiliaires. Ces connexions étaient utiles pour le plan du Führer, faire de Munich l'épicentre d'un soulèvement national. En 1922, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, le leader nazi l'a invité à rejoindre le mouvement. Bien que Göring ne partageait pas entièrement son idéologie, il a été impressionné par sa capacité à mobiliser les foules. Faire partie du parti lui offrait l'opportunité de se distinguer dans un environnement relativement restreint. Cependant, la personne qui l'a convaincu de s'engager définitivement dans le nazisme était son épouse, Karin, originaire de Suède. Antisémite convaincue, elle voyait en Hitler une figure légendaire sortie de la mythologie nordique. Son influence sur Göring a été cruciale pour consolider sa loyauté envers le parti. Karin a travaillé sans relâche pour renforcer le lien entre son mari et Hitler, faisant de lui un pilier du national-socialisme. Par la suite, Göring a fondé la Gestapo et pris le commandement de la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Le régime a utilisé la relation entre Karin et Göring comme un outil de propagande, les exhibant lors d'événements publics pour renforcer l'image du parti. Cependant, Karin souffrait de tuberculose et sa santé se détériorait rapidement. En 1931, après la mort de sa mère, elle a subi un infarctus alors qu'elle rendait visite à la Suède. Göring s'est immédiatement rendu à ses côtés et est resté avec elle jusqu'à sa mort le 17 octobre, quelques jours avant son 43e anniversaire. Après avoir perdu sa première épouse, Göring a poursuivi son ascension dans la hiérarchie nazie, convaincu que c'était ce qu'elle aurait souhaité. Pendant une tournée, il a rencontré Emmy Sonnemann, une actrice de 38 ans. Contrairement à Karin, Emmy se présentait comme une artiste désintéressée par la politique. Elle évitait de parler du travail de son mari et préférait se concentrer sur l'art, la littérature et le théâtre. Depuis l'adolescence, elle rêvait de jouer la comédie après avoir vu une représentation du Marchand de Venise. Son père, propriétaire d'une fabrique de chocolat, s'opposait à sa carrière artistique, mais sa mère l'a soutenue. Malgré son apparente indifférence envers l'idéologie nazie, Emmy a été reconnue comme la première dame du Troisième Reich. Grâce à l'influence de Göring et au soutien de la propagande de Goebbels, elle a acquis un grand prestige sur la scène théâtrale allemande. Tout comme son mari et Karin, Emmy est devenue l'incarnation de la femme idéale du nazisme, se retrouvant ainsi sous les feux de la rampe. Après la chute du régime, Emmy a dû faire face aux conséquences. Bien qu'elle n'ait pas été accusée de crimes de guerre, son exposition publique lui a coûté 1 an de prison, la confiscation de 30% de ses biens et l'interdiction de jouer pendant 5 ans. À sa sortie de prison, elle a mené une vie discrète à Munich, où elle est restée jusqu'à sa mort. Eva Braun, la dernière compagne de Hitler. En 1930, Adolf Hitler a convoqué en secret son collaborateur de confiance, Martin Bormann. Il avait une mission qui nécessitait une discrétion absolue.
En privé, il lui a demandé d'enquêter sur les origines d'une jeune fille de 17 ans qu'il avait rencontrée dans le studio de photographie de Heinrich Hoffmann, où elle travaillait comme assistante. Hitler était fasciné par elle et voulait s'assurer que ses origines correspondaient aux normes raciales qu'il défendait. Après une enquête approfondie, Bormann a confirmé qu'Eva Braun n'avait pas d'ascendance juive, ce qui a rassuré Hitler. Le problème était que Hitler entretenait déjà une relation sentimentale conflictuelle avec sa nièce par alliance, Geli Robal. Elle avait 22 ans et lui en avait 40 de plus. Son comportement possessif la faisait se sentir piégée. Depuis 1927, après avoir découvert qu'elle avait une liaison avec un chauffeur, il avait commencé à la surveiller obsessionnellement, l'empêchant de rester seule avec un autre homme. Cette oppression étouffante l'a profondément affectée. La nuit du 18 septembre 1931, alors que Hitler se trouvait à Nuremberg, Geli a pris le pistolet qu'il lui avait donné pour sa protection, l'a pointé sur sa poitrine et a tiré. Elle s'est effondrée, se vidant lentement de son sang. Sa mort a dévasté Hitler, mais après son décès, il était libre de se concentrer sur Eva. Malgré le lien fort qui les unissait, Hitler rejetait l'idée du mariage et n'a jamais cédé au désir d'Eva de formaliser leur relation. Elle représentait son idéal féminin, de cheveux clairs, passionnée de sport, sans intérêt pour la politique ni ambition personnelle. Son caractère était docile et facile à gérer pour lui. De son point de vue, Hitler semblait un homme éduqué, attentionné et charmant. Son influence croissante la faisait se sentir spéciale, sans encore réaliser la froideur avec laquelle il traitait ceux qui l'entouraient. En 1932, Eva comprenait déjà l'indifférence de Hitler. Dévouée entièrement à lui, elle passait de longues périodes à attendre son attention. Mais il passait rarement du temps à Munich, et quand il le faisait, il la voyait à peine. L'absence d'intérêt de Hitler l'a plongée dans l'anxiété et le désespoir. Suivant un schéma similaire à celui de Geli, Eva possédait également une arme. Elle a écrit une lettre d'adieu et, arme à la main, a tenté de mettre fin à ses jours. Cependant, la balle n'a fait qu'effleurer son artère, se logeant dans son cou. Saignant abondamment, elle a réussi à appeler à l'aide. Un médecin est arrivé immédiatement et l'a emmenée à l'hôpital, où ils ont réussi à extraire la balle. On ne sait pas si son acte était un véritable appel à l'aide ou une tentative de suicide, mais cela a eu pour effet d'attirer l'attention de Hitler, qui a promis de mieux la traiter. Au fil des ans, Eva a continué de souffrir des longues absences de Hitler. Il oubliait souvent son anniversaire et annulait des rendez-vous sans préavis. Cependant, elle est restée à ses côtés jusqu'au dernier moment de leur vie. Après sa crise de santé, Hitler a fait des efforts pour lui faire plaisir. En août 1935, il a loué un appartement de 3 pièces pour qu'elle et sa sœur puissent vivre confortablement. Un an plus tard, il lui a acheté une maison de 2 étages et lui a offert une nouvelle voiture. Cependant, le plus grand privilège pour Eva a été qu'on lui attribue une chambre juste à côté de celle de Hitler au Berghof. Bien qu'elle ait encore des limitations dans sa mobilité, elle a fini par trouver sa place. Lorsque la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin et que les troupes soviétiques avançaient vers Berlin, Hitler, Eva et les hauts responsables du régime se sont réfugiés dans un réseau de bunkers souterrains. Conscient que la fin était inévitable, Hitler a voulu accorder à Eva un souhait qu'elle avait exprimé à plusieurs reprises. Son secrétaire personnel, Martin Bormann, a officié une cérémonie discrète où ils ont été officiellement unis en mariage. Bien que l'événement se soit déroulé dans un espace en béton sans grand luxe, pour Eva, le lieu était secondaire. Le lendemain, elle a passé sa dernière journée à faire ses adieux à ceux qui se trouvaient encore dans le bunker, tandis que des nouvelles de l'exécution publique de Mussolini arrivaient. Il n'y avait plus d'issue possible. C'est alors qu'assis ensemble, Eva et Hitler ont discuté de ce qu'ils allaient faire. Ils ont décidé que continuer à vivre sans l'autre n'avait pas de sens. La fin de leur histoire reste entourée de mystères. Il est largement accepté qu'Hitler a utilisé une arme pour mettre fin à ses jours, tandis qu'Eva a ingéré une substance létale. Suivant des ordres préalables, les soldats des SS ont transporté leurs corps à l'extérieur, les ont couverts d'essence
et y ont mis le feu avant de les enterrer dans une fosse improvisée dans les jardins de la chancellerie. Le lendemain, lorsque l'armée rouge a fait irruption dans le bunker, ils ont trouvé les restes calcinés. En secret, les soviétiques ont emmené les corps à Moscou sans révéler leur identité. Ce mystère a alimenté des théories pendant des décennies, y compris la possibilité qu'Hitler et Eva aient réussi à fuir en Amérique du Sud ou ailleurs. Ce n'est qu'au cours des années 1970 que l'Union soviétique a admis avoir récupéré leurs corps, bien que, à ce moment-là, il ne restait plus de restes analysables, car ils avaient été entièrement détruits. Avant d'affronter son destin, Eva a écrit une lettre adressée à sa sœur Gretel. Dans celle-ci, elle repassait sa vie et la décrivait comme heureuse. Parmi les choses qui la remplissaient de satisfaction, elle mentionnait le fait d'être aux côtés du Führer à ce moment et d'éviter ce que l'avenir lui réservait en tant que figure féminine, la plus représentative du Troisième Reich. Elle a placé la lettre dans une enveloppe et l'a confiée à Hannah Reitsch, une pilote décorée et l'une des dernières personnes à avoir vu Hitler en vie, car elle était mariée à son médecin personnel. Gretel Braun, la femme de Fegelein. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, un officier de cavalerie des SS nommé Hermann Fegelein, connu pour sa loyauté envers Himmler et son caractère impitoyable, a épousé Gretel Braun. Cependant, seulement 6 mois plus tard, avec l'armée rouge avançant vers les frontières du Reich, Fegelein a décidé de fuir Berlin accompagné d'une autre femme et transportant des lingots d'or pillés. Avant de pouvoir s'échapper, il a été intercepté par les SS et fusillé. À un stade avancé de sa grossesse, Gretel a imploré sa sœur Eva d'intercéder en faveur de son mari. Mais sa supplique n'a eu aucun effet. Fegelein a été exécuté quelques heures avant qu'Hitler et Eva ne décident de mettre fin à leur jour. Depuis 1930, Gretel faisait partie du cercle rapproché de Hitler. Son premier contact avec lui a eu lieu lorsque, avec sa sœur, elle a été présentée dans l'une de ses résidences. À partir de ce moment, toutes deux ont commencé à fréquenter les espaces exclusifs où se réunissait l'élite nazie. Son enfance s'est déroulée dans un environnement stable avec son père, Friedrich Braun, exerçant comme enseignant et garantissant à la famille une vie sans privation. Gretel et Eva se distinguaient par leur beauté physique et leur caractère sociable. Après la chute du régime, Gretel a dû faire face aux dures conséquences de son passé. La société l'a isolée en raison de ses liens avec le nazisme, et elle a dû trouver un moyen de survivre dans un monde où le pouvoir auquel elle avait été liée avait disparu. Elle a donné naissance à sa fille, qu'elle a nommée Eva Barbara en l'honneur de sa sœur. Consciente de la charge que portait son nom de famille, elle a choisi de rester à l'écart du regard public. Elle a refusé de parler de son histoire et a mené une existence discrète. Plus tard, en 1958, elle s'est remariée, adoptant le nom de famille Lobinger. Sa fille, Eva Barbara, a subi une perte dévastatrice lorsque son partenaire est décédé dans un accident de voiture en 1971. Incapable de supporter la douleur, elle a pris la décision drastique de mettre fin à ses jours. Gretel Braun est décédée en 1987, laissant derrière elle une existence marquée par la proximité avec certains des personnages les plus infâmes de l'histoire. Tout comme de nombreuses femmes qui ont été proches du pouvoir nazi, certains ont tenté de justifier son rôle, en affirmant qu'elle profitait simplement des privilèges que lui offrait son entourage. Cependant, prétendre cela serait trompeur. Tant Gretel qu'Eva, ainsi que d'autres femmes de leur cercle, n'étaient pas de simples spectatrices, mais des participantes actives dans un régime de terreur. L'histoire des femmes du régime nazi est un témoignage complexe de loyauté, d'idéologie et de survie dans un monde qui s'est effondré sous le poids de sa propre brutalité. Beaucoup d'entre elles ont bénéficié du pouvoir, partagé la vision du Troisième Reich et, dans certains cas, joué un rôle actif dans son fonctionnement. Lorsque la guerre a pris fin, elles ont affronté différents destins. Certaines ont été jugées, d'autres ont fui et quelques-unes ont réussi à se cacher dans l'impunité. Mais toutes ont été marquées par la chute d'un système qui leur avait accordé privilèges et sécurité. La fin du Troisième Reich n'a pas seulement signifié l'effondrement d'une structure politique et militaire, mais aussi la désintégration de la vie que ces femmes avaient construite.
Pour Gerda Bormann, la dévotion au nazisme l'a conduite à choisir la mort plutôt que de se rendre. Son histoire illustre la radicalité avec laquelle certaines épouses de hauts responsables ont embrassé l'idéologie nationale-socialiste, au point de préférer disparaître plutôt que d'affronter un avenir sans le régime qui garantissait leur statut. En contraste, Magda Goebbels a poussé sa loyauté à un niveau encore plus extrême, sacrifiant ses propres enfants au nom de la cause, convaincue que le monde sans le nazisme ne méritait pas l'existence de sa famille. Des cas comme celui d'Ilse Preul montrent un autre aspect de l'histoire. Bien que son mari, Rudolf Hess, ait été l'un des premiers à être jugé après la guerre, elle a réussi à éviter une condamnation sévère. La manière dont elle a reconstruit sa vie après le conflit révèle comment de nombreuses femmes du cercle nazi ont pu se réintégrer dans la société sans affronter de conséquences significatives. La même chose s'est produite avec Margaret Himmler, qui, malgré son mariage avec l'un des architectes de l'Holocauste, a échappé aux peines les plus sévères en plaidant l'ignorance des activités de son mari. Cependant, certaines ont fait face à des interrogatoires et des arrestations. Gudrun Himmler, la fille du chef des SS, a passé son adolescence en détention avant de devenir une activiste d'extrême droite. Son cas reflète comment, dans certains secteurs, l'idéologie nazie n'a pas disparu après la guerre, mais a survécu à travers les générations qui ont revendiqué son héritage. De même, Hedwig Potthast, la maîtresse de Himmler, a réussi à passer inaperçue après le conflit et à éviter toute répercussion. Son cas souligne la facilité avec laquelle certains individus proches du pouvoir ont pu disparaître dans l'anonymat après l'effondrement du régime. Le destin de Lina Heydrich a été différent. En tant qu'épouse de l'un des hommes les plus impitoyables du régime, Reinhard Heydrich, elle a dû lutter pour retrouver une place dans la société après la guerre. Contrairement à d'autres, elle n'a jamais renié son passé et, jusqu'à la fin de ses jours, a défendu la mémoire de son mari. Ses tentatives pour obtenir des compensations économiques du gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest montrent comment certaines femmes ont tenté de capitaliser sur leur position au sein du nazisme, même après sa chute. Les épouses de Hermann Göring, Karin et Emmy, représentent deux perspectives différentes sur la vie dans le cercle nazi. Karin, fervente croyante de l'idéologie, a activement contribué à la carrière de son mari, tandis qu'Emmy s'est maintenue dans un rôle plus public et artistique. Cependant, la défaite du Troisième Reich l'a conduite en prison, démontrant que, dans certains cas, l'association avec le nazisme n'est pas passée inaperçue. Eva Braun et Gretel Braun illustrent également différents niveaux d'implication. Eva, bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans les décisions politiques, a volontairement accepté son destin aux côtés de Hitler. Son histoire montre comment la proximité avec le pouvoir pouvait entraîner des décisions extrêmes. Gretel, quant à elle, a survécu au conflit et a tenté de reconstruire sa vie, bien que toujours sous l'ombre du nom Braun. Le cas de Hedwig Hensel, épouse du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, pose une question difficile. Que savaient ces femmes des crimes commis par leur mari? Elles vivaient à proximité du camp de concentration le plus meurtrier du régime, et bien qu'elle n'ait jamais été formellement accusée de participation à ces atrocités, il est presque impossible d'imaginer qu'elle ignorait la réalité. Son histoire est celle de nombreuses femmes qui ont bénéficié de la barbarie sans en affronter les conséquences.